autant de fois qu'il vous conviendra. Donc aujourd'hui, c'est cette troisième édition du prix Initiative Aidant qui se tient pour la première fois en ligne à cause du Covid. Mais que ce soit en ligne ou en présentiel, la philosophie du prix Initiative Aidant reste vraiment la même. C'est avant toute chose donner aux aidants le pouvoir de décerner un prix au projet qui leur parle. Notre jury n'est pas composé de personnalités ou de dirigeants d'entreprise, il est constitué d'aidants, exclusivement d'aidants, car nous avons tous eu, quand je dis nous, c'est le milieu associatif, mais aussi les institutions, les entreprises, les collectivités, nous avons tous eu trop tendance à penser pour les aidants, à décider pour eux de ce qui leur a été utile. Et ce prix vise à corriger un petit peu ce tir en les mettant vraiment en position de décisionnaire. Donc notre association Je t'aide, qui porte ce prix, est un collectif qui rassemble aujourd'hui une trentaine de structures et qui met en avant la voix des aidants, qui met en avant leurs demandes, leurs témoignages et qui met tout ça au cœur de son action. Car leur voix est notre boussole depuis toutes ces années d'existence. C'est par leur vote qu'ils déterminent déjà la thématique de la mobilisation de notre association à l'année, la thématique qui est celle de nos plaidoyers, que j'espère plusieurs d'entre vous ont lu. C'est eux qui déterminent l'axe de notre mobilisation et donc évidemment du prix Initiative Aidant. Et cette année, même avant la crise du Covid, quand on a demandé aux aidants sur quelle thématique ils voulaient que Je t'aide se mobilise, ils ont demandé à ce que Je t'aide se mobilise sur le répit. Ce choix du répit a donc été fait par les aidants en décembre 2019, dans le monde d'avant, avant le confinement, et les témoignages faisaient déjà état d'un épuisement avancé pour beaucoup d'entre eux, beaucoup trop d'entre eux. Je vais vous citer un petit témoignage au hasard de ce qu'on a récupéré à cette époque. Citation. Je suis aidante de ma fille âgée de 30 ans, polyhandicapée. Dans la vie de tous les jours, c'est la fatigue, c'est le manque de sommeil. Il n'y a pas de répit, 365 jours par an, 24 heures sur 24, avec l'aide de mon mari après son travail. Encore un autre témoignage qui exprime ce besoin de répit. C'est mon mari qui a demandé à être hospitalisé, donc le mari étant la personne aidée cette fois-ci. C'est Alors j'entends quelques micros ouverts, est-ce que vous pourriez les fermer s'il vous plaît? Merci. Donc autre témoignage, c'est mon mari qui a demandé à être hospitalisé pour me permettre de souffler, moi qui l'aidais, car nous n'avions plus suffisamment d'heures d'aide à domicile. J'ai démissionné pour prendre en charge les heures vacantes de son accompagnement 24 heures sur 24. Donc son mari, qui était la personne accompagnée, a demandé à se faire hospitaliser pour que l'aidant puisse respirer. Et elle-même, il a fallu qu'elle démissionne du fait de cette aide trop importante. Donc on voit vraiment transparaître ce besoin de répit. Et donc sur les épaules de ces aidants qui étaient déjà surchargés au début de l'année, le confinement a rajouté le poids de la solitude et le poids de l'interruption souvent de la prise en charge de ces personnes quand des prises en charge au domicile étaient déjà mises en place. L'association Je t'aide s'est mobilisée pendant le Covid pour essayer d'avoir le son de cloche de ces aidants et d'avoir leur vécu, leur témoignage proprement face au Covid. Et nous nous sommes associés à un cabinet d'études qui s'appelle Hémicité pendant ce confinement pour vraiment prendre le pouls de ces aidants. Les aidants nous ont dit que 56% des interventions à domicile ont été suspendues. Et 42% des répondants nous ont dit qu'ils ont pratiqué des gestes professionnels sans y être formés. Les témoignages parlaient de pause et de retrait de cathéter, de piqûres, de changement de pansement, etc. Évidemment, leur ressenti de charge a explosé. Et sur une échelle d'auto-évaluation de 1 à 10, alors qu'ils n'étaient que 17% au départ à ressentir une charge maximale, ils sont passés, donc avant le confinement, ils sont passés à 49% à ressentir cette charge maximale après le confinement, à la sortie de ces 2 mois. Donc, plusieurs d'entre eux nous ont parlé d'asphyxie. Donc, cette crise du Covid nous a tous pris de court au niveau mondial et au niveau national, évidemment, et les aidants ont encore permis, une fois de plus, à la société de tenir le choc et de survivre face à cette crise inattendue. Mais ils en ressortent plus épuisés que jamais et sans réelle reconnaissance. À l'heure où d'autres crises, notamment sanitaires, sociales, je pense à l'avancée en âge de la population, nous attendent, nous devons révolutionner notre politique publique de soutien aux aidants en renversant le paradigme politique actuel. Soutenir les aidants est indispensable à une société résiliente, tant au point de vue humain qu'au point de vue économique. Aussi, avant de remettre les prix à nos 5 lauréats, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants pour parler de ce sujet, du répit et de politique publique
révolutionnaire à mettre en place. Donc nos 3 intervenants d'aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir, ce sont le docteur Hélène Rossineau, Bonsoir. heu, que beaucoup d'entre vous, je crois, connaissent aussi. Sonia Samou, qui est aidante et fondatrice de My Handicap et qui a été lauréate du prix Initiative Aidant en 2018. Bonjour Sonia. Sonia, vous pouvez éventuellement remettre votre micro pour dire bonjour, mais sinon c'est pas grave, vous pourrez le faire, quand vous aurez la parole. Et enfin Franck Guichet, sociologue spécialiste des aidants avec, lequel nous avons eu la joie de collaborer pour cette étude, les aidants face au Covid. Donc nos 3 intervenants vont nous éclairer sur ces questions et je profite aussi de cette introduction avant, de laisser, la parole pour remercier nos partenaires sur le prix Initiative Aidant, sans qui, bien sûr, rien ne serait possible, parce que c'est eux qui nous permettent d'après donner une dotation aux 5 lauréats, le laboratoire Janssen, Harmonie Mutuelle, Malakoff Humanis, et un coup de pouce aussi du fonds de dotation du docteur Hélène Rossineau, qui œuvre pour la promotion de la santé. Donc la parole est au panel d'intervenants, puisque le cœur de l'action du collectif Je t'aide, c'est de donner la parole aux aidants. Je vais commencer par me tourner vers vous, Sonia. Pouvez-vous me parler de votre vécu d'aidante et du besoin de répit que vous avez pu parfois ressentir? Sonia, est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Si Sonia n'est pas disponible tout de suite, on peut continuer avec la question suivante qui s'adressait à Franck. Franck, est-ce que tu es en ligne avec nous? Oui, oui, bonjour à tous. Juste pour info, Olivier, je crois que Simon a un petit souci pour se connecter. D'accord, J'ai pas le son, il est en train de relancer la connexion là. très bien. Ben, on va l'accueillir un petit peu plus tard, mais la lourde tâche d'ouvrir ce débat te revient en nous faisant, si tu le souhaites, une petite analyse, un état des possibilités enfin, un état des lieux et des possibilités pour le répit en France. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Guichet, sociologue. J'ai créé le bureau d'études Émicité et j'ai la chance d'accompagner l'association Je t'aide dans un certain nombre des études qu'elle entreprend. Pour répondre à ta question, Olivier, en fait, ce que je peux faire, c'est vous présenter l'offre de répit qui existe en France, en faisant un certain nombre de remarques et de propositions sur comment elle pourrait évoluer. Peut-être commencer par dire que tout ce qui compose aujourd'hui l'offre de répit en France, ça a été forgé à l'initiative des professionnels. Les professionnels qui sont en contact direct avec les personnes aidées, qu'elles soient handicapées ou en perte d'autonomie âgée, et de leurs proches aidants. Et c'est parce que ces professionnels-là ont saisi un certain nombre de besoins auxquels il n'y avait pas de réponse, et notamment des besoins en termes de répit, qu'ils ont essayé de développer eux-mêmes des solutions. Alors, des solutions qui sont de multiples formes. On distingue généralement les solutions de répit en établissement et les solutions de répit à domicile. Donc, en établissement, on va retrouver tout ce qui se passe, par exemple, à la journée. Ça va être le cas des accueils de jour. L'accueil de jour est une solution de répit à la journée. En établissement, il y a les solutions de répit de type séjour, c'est-à-dire sur plusieurs jours, parfois sur 1, 2, 3 semaines d'affilée, comme on peut trouver par exemple en EHPAD lors des séjours temporaires ou de l'accueil temporaire. Peut-être un élément de définition, ce qu'on appelle une solution de répit, c'est une proposition d'accompagnement pour la personne aidée et aussi pour son proche aidant. C'est bien les deux parties tenues ensemble qui font le répit, et pas que l'un ou que l'autre. Alors, sur le domicile, on trouve des solutions de répit de courte durée. Ça se rapproche de l'aide à domicile, ça va être quelques heures, une matinée, une après-midi. Et puis, on trouve des solutions de répit de plus longue durée. Et là, on a le modèle du baluchon Alzheimer, du baluchonnage qui vient du Québec. On a mis beaucoup, beaucoup de temps avant de réussir à importer en France, avec tout un tas de difficultés sur le plan juridique, liées au code du travail, la difficulté de faire travailler sur une longue durée un même intervenant, et puis des difficultés sur le plan financier, et je vais y revenir. En tout cas, aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont en cours sur les territoires pour ces services de baluchonnage qu'on a appelé en France le relayage.
Donc voilà ce qu'il y a du côté de l'offre de répit. Côté pouvoir public, leur rôle a été de financer un certain nombre de ces solutions, d'aider à leur déploiement, mais toujours de façon partielle et relativement insuffisante. Vous savez qu'en France, l'action médico-sociale revient en grande partie aux départements et qu'en fonction des départements, on a des situations très diverses. Certains territoires étant relativement bien dotés, je mets des guillemets parce que ça reste dans tous les cas largement insuffisant en solutions de répit, quand sur d'autres territoires, il y a des manques terribles, cruciaux qui peuvent être constatés. Donc, ce qu'on peut remarquer sur ces offres de répit, du point de vue des proches aidants, c'est qu'elles sont peu visibles. Elles sont peu visibles et elles sont peu connues parce qu'il y a un manque d'informations. On ne sait pas forcément, on ne connaît pas forcément toutes les ressources qu'il peut y avoir sur le territoire. Les acteurs ne sont pas en réseau les uns des autres. Il n'y a pas une présentation homogène de l'offre. Elles sont très inégales parce que, je vous le disais, d'un territoire à l'autre, on ne va pas du tout retrouver les mêmes possibilités de répit d'un département à l'autre. Ces offres de répit, elles sont bien souvent peu adaptées. Elles ne permettent pas de répondre à des situations d'urgence, par exemple. Quand un proche aidant aurait besoin de trouver rapidement une solution, il ne va pas pouvoir la trouver. Ou alors l'accueil qui est proposé pour le proche aidant n'est pas personnalisé. Quand ça se passe en établissement, toute la question des habitudes de vie, du maintien de ces habitudes de vie va être très compliquée à réaliser. Et puis le gros point noir, c'est qu'elles sont extrêmement coûteuses, voire parfois inabordables, des besoins qui ne sont pas solvabilisés. Alors, je vais vous donner deux exemples pour prendre la mesure de ce problème de financement. Il était question dans la loi ASV, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qu'il y ait une enveloppe d'un montant maximum de 500 euros qui soit alloué aux bénéficiaires de l'APA, donc côté personnes âgées, euh, pour justement couvrir des besoins en répit. Aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'utilisation qui a été faite de cette enveloppe sur les départements. On n'a pas de retour d'information sur cette question-là. On ne sait pas précisément et même pas du tout le nombre d'aidants qui a pu en bénéficier, le nombre d'heures de répit que cette enveloppe aurait pu financer ou de journées d'accueil de jour. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, beaucoup faisaient remarquer que 500 euros, si on pense à du répit à domicile de type baluchonnage, où on a des tarifs qui sont de l'ordre de 20, 25, voire 30 euros de l'heure, vous voyez qu'avec une enveloppe de 500 euros, on ne finance même pas 24 heures de répit à domicile. Le deuxième exemple de ce problème crucial de financement, c'est les expérimentations de relayage dont je vous parlais, pour essayer de faire en France le modèle du baluchonnage québécois, où on a réussi à contourner, entre guillemets, l'obstacle juridique en permettant une dérogation au Code du travail pour faire intervenir un intervenant sur plusieurs jours d'affilée. Néanmoins, toutes ces expérimentations aujourd'hui ne sont pas financées. Donc ça veut dire que ne peuvent en bénéficier que les familles, que les personnes qui peuvent payer elles-mêmes des montants qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour un répit qui va être de l'ordre de 3-4 jours à domicile. Donc vous voyez comment des inégalités très fortes se creusent dans l'accès à ces solutions de répit. Alors en conclusion, ce qu'on voit, c'est au niveau des freins au développement de ces solutions de répit, c'est qu'il y a un faible recours des proches aidants aux solutions de répit parce qu'ils ne les connaissent pas, lié au manque d'informations, parce qu'ils n'ont pas forcément confiance dans ce qu'elle va apporter comme bénéfice à la personne aidée et à eux-mêmes, parce qu'il y a aussi tout l'effet de la culpabilité de pouvoir confier son proche à une structure ou à des professionnels qu'on ne connaît pas. Donc un faible recours des proches aidants aux solutions de répit. Le répit, d'un point de vue conceptuel, il n'est pas du tout considéré comme un soin, il ne fait pas l'objet d'une prescription, ça reste conçu comme une forme d'aide et même une forme d'aide secondaire, puisque de façon prioritaire, on considère que l'aide doit aller à la personne aidée, que du coup son proche aidant vient de façon secondaire. Donc le répit aujourd'hui, il est relativement déconsidéré. Et puis enfin, on a une diversité de financeurs, les départements, parfois un peu l'ARS, des caisses de retraite, des groupes de protection sociale, mais toute cette diversité de financeurs reste très éclatée du fait qu'on n'a pas un engagement des pouvoirs publics suffisant pour pouvoir harmoniser le financement.
Voilà en gros un rapide état des lieux des offres de répit. Merci Franck pour cette introduction théorique. On avait prévu du coup de donner la parole avant tout à une aidante. Sonia, je crois, nous a rejoint et son micro marche. Sonia, vous êtes parmi nous? Bonjour, alors oui, alors maintenant je vous Super. entends, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, on Si, vous si. entend. Super. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vécu d'aidante et du besoin de répit que vous avez pu parfois ressentir? Alors oui, moi je suis maman d'une petite Lina, enfin petite qui a 12 ans aujourd'hui et qui est atteinte d'une maladie génétique rare. Et comme tous les aidants ou aidantes, j'ai eu à un moment ce qu'on appelle réellement un burn-out, c'est-à-dire l'impossibilité de me lever. Et ça arrive du jour au lendemain, on ne peut pas anticiper. Donc cet état a quand même duré 3 mois. Et donc, les premiers temps, j'ai eu la chance. Donc, à l'époque, j'étais encore mariée. Mon mari était en vacances à ce moment-là. Et puis, très vite, s'est posé la question de comment gérer Lina quand mon mari est retourné au travail. Donc, on n'avait pas de solution. J'avais pas de famille qui pouvait venir m'aider. Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, le médecin m'a proposé d'hospitaliser Lina pour que je puisse moi me reposer. Donc, ce qui d'une part n'était pas possible parce que il fallait trouver une place dans un service et que de toute façon, Lina n'étant pas du tout autonome, à chaque hospitalisation, je reste de toute façon avec elle. Il était aussi question de me mettre en maison de repos, mais c'est pareil, le temps. Ah, je n'entends pas. Donc, le temps de trouver une place en maison de repos, c'était long. Et de toute façon, la question pour surveiller Lina, c'était pareil. C'était qui pouvait s'occuper de Lina. Et l'autre option qui s'est posée, c'est que mon mari puisse utiliser ses journées d'enfant malade, mais ça, c'était utilisé depuis longtemps. Et il n'existe pas de journée aidant malade. Donc, c'était de le mettre, lui, en arrêt maladie pour que je puisse, moi, me reposer. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué, que ça a été aussi culpabilisant, encore une fois, pour nous, c'est-à-dire qu'on est à terre et puis qu'on doit trouver des solutions. On doit aussi se dire quelle est la solution la moins pire. Et en fait, on n'a pas trouvé de solution. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est vrai que le quotidien avec nos enfants fait que, comme je vous disais la dernière fois, j'ai mis 3 ans à passer une mammographie parce que je n'avais personne pour surveiller Lina et que j'ai pu passer cette fameuse mammographie. J'en ai parlé hier à ma sœur qui était infirmière et qui a dû poser une journée pour venir surveiller Lina le temps de passer la mammo. Et c'est vrai que ce besoin de répit, il est primordial. Et comme je disais, alors pour moi, le répit, c'est difficile quand c'est une aide à domicile à la maison parce qu'on a vraiment besoin de se couper de son idée. Quand quelqu'un vient surveiller Lina à la maison, que je suis là et que je vais dormir tout simplement, en fait, je ne dors pas réellement parce que je sais que Lina est à la maison, que je suis toujours en alerte et qu'on a vraiment besoin d'un véritable temps de coupure. Donc aujourd'hui, je suis séparée. Donc mon ex-mari vient chercher Lina un week-end sur 2. Il vient le vendredi soir. Mon cerveau a besoin d'un temps de déconnexion pour me dire que de la nuit de vendredi à samedi, Lina n'est pas à la maison. Et elle continue à me réveiller même quand elle n'est pas là. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de plusieurs nuits, le temps de me dire que Lina n'est pas là. Donc, un répit, oui, mais hors de la maison et avec un temps suffisant. Ce serait vraiment l'idéal pour nous. Merci beaucoup Sonia. Tellement de choses sont à dire hein, sur votre témoignage, la difficulté en l'absence de temps à soi de pouvoir accéder à des dépistages, à des examens médicaux a un impact vraiment considérable sur la santé des aidants. Ça va très au-delà bien sûr de la question du répit, mais c'est propre à notre thématique des aidants. C'est qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, beaucoup de choses sont liées et c'est vraiment passionnant. Franck, du coup, a parlé de quelques projets, quelques études qu'on menait ensemble. Cette introduction à ce débat sur le répit est l'occasion pour nous de vous annoncer que nous réfléchissons à un projet d'études médico-économiques sur le répit. Est-ce que Franck, tu peux nous en dire un petit peu plus et nous parler des premiers résultats qualitatifs que tu as pu obtenir? Oui, alors je vais prendre quelques précautions pour vous présenter les premiers résultats très partiels de cette étude qu'on débute à peine.
Alors peut-être vous resituer le sujet. Il s'agit d'évaluer le nombre de journées d'hospitalisation qui peuvent être réalisées à but de répit. En fait, ce qu'on aimerait réussir, c'est à chiffrer, à défaut d'avoir une offre de répit financée, accessible et adaptée qui répondent aux besoins des proches aidants. On le sait par tout un tas de retours d'expérience, de témoignages, que de nombreuses familles ont recours à des hospitalisations de la personne aidée pour pouvoir avoir du répit. Soit elles en sont elles-mêmes à la demande, soit c'est l'équipe des professionnels de santé qui leur propose de prolonger une hospitalisation qui a pour but une raison médicale, mais de la prolonger pour leur permettre d'avoir du répit. Donc, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on entreprend, c'est d'arriver à évaluer sur sur un petit nombre de services hospitaliers l'importance de ces hospitalisations de répit. Alors, le sujet est d'autant plus compliqué à aborder que d'un point de vue légal, les hospitalisations de répit n'existent pas, puisqu'une hospitalisation est forcément fondée sur une raison médicale. Donc là, on est vraiment en train d'essayer de formaliser quelque chose qui est totalement informel et qui n'existe que parce qu'il est informel. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Pour l'instant, on a réalisé un questionnaire qui était adressé à la fois à des proches aidants et à des professionnels de santé. On a eu 90% des réponses issues des professionnels aidants, issues des proches aidants et 10% de professionnels de santé sur un peu plus de 200 réponses au questionnaire. Et les premières données qu'on obtient, je vais vous les présenter. Alors, il y aurait, je prends des précautions parce que c'est vraiment que pour l'instant, c'est des réponses à un questionnaire. On n'a pas encore été vérifié dans les services. Il y aurait 16% des hospitalisations de personnes âgées ou en situation de handicap qui seraient prolongées pour du répit. Dans 80% des cas, sur proposition de l'équipe médicale. Alors, on a identifié 3 types de services où ces hospitalisations et leur prolongement à but de répit ont lieu. C'est les SSR, soins de suite et de réadaptation, les services de gériatrie et les services de psychiatrie, qui sont vraiment les 3 services dans lesquels visiblement le plus grand nombre de jours d'hospitalisation de répit aurait lieu chaque année. Les professionnels de santé nous disent que ces prolongements d'hospitalisation pour but de répit sont toujours réalisés parce que les proches aidants sont épuisés et épuisés par les conditions du maintien à domicile qu'ils réalisent seuls ou même avec une équipe de professionnels à domicile. On a ensuite du côté des professionnels de santé 78% d'entre eux qui déclarent avoir déjà effectué des hospitalisations de répit. Donc là, on est sur un chiffre suffisamment significatif. Autrement dit, presque 8 professionnels de santé hospitaliers sur 10 auraient déjà procédé à une hospitalisation de répit ou le prolongement d'une hospitalisation à but de répit. Et quand on essaye de compter le nombre de jours que ça représente, on serait proche de 10%. 10% du nombre de journées d'hospitalisation par an dans des services de SSR, de gériatrie ou de psychiatrie pourraient être des hospitalisations de répit. Alors, je prends vraiment des précautions pour dire ça parce que si c'était avéré par des enquêtes qu'on va maintenant mener, ça représenterait des sommes colossales. Je ne sais pas si vous avez en tête le montant du prix de journée d'une hospitalisation, que ce soit en SSR, en gériatrie ou en psychiatrie, mais c'est des sommes très très importantes. Donc il s'avère que 10% des journées sont des journées de répit, qu'on multiplie ça par les dizaines, les centaines de milliers de jours d'hospitalisation qui ont lieu par an, je vous laisse imaginer un ordre de grandeur du montant que ça représente. Alors voilà, la suite de l'enquête, ça va être ça. On va essayer d'avoir des alliés avec nous, c'est-à-dire des professionnels de santé, des hospitaliers qui vont bien vouloir nous faire rentrer dans leur service pour qu'on évalue une évaluation ex post, c'est-à-dire qu'on va regarder... en visio pour une remise de prix, là, donc on ne peut pas trop parler. J'essaie d'allumer ma caméra et pas le son, mais je vais peut-être m'y mettre, mais je t'explique juste. Audrey, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci.
Audrey, pouvez-vous couper votre micro? Donc, je vous parlais, voilà, une évaluation ex post, ça veut dire que on ne peut pas reprendre les dossiers des patients apparents sur une année pour réussir à déterminer le nombre de jours d'hospitalisation qui auraient été réalisés pour du répit, parce que justement, le répit n'est pas une cause d'hospitalisation, donc ça sera absolument impossible. Par contre, si on arrive à trouver, et là je m'adresse à vous, parce que parmi vous, il y a peut-être des professionnels de santé, ou vous connaissez peut-être certains professionnels de santé qui seraient partants pour travailler avec nous sur cette question un peu sensible, j'en conviens. Voilà, il faudrait qu'on arrive à avoir une confiance suffisante de la part de l'équipe pour qu'on construise avec elle un protocole qui permettrait de compter sur une durée, idéalement une année, le nombre de jours d'hospitalisation de répit qui serait réalisé par cette équipe. Et de là, on pourrait ensuite extrapoler en multipliant par le nombre de services équivalents qu'il y a en France pour avoir une idée à peu près précise du montant que ça représente en termes de dépenses de santé. Alors, vous l'avez compris, donc la méthodologie est assez compliquée, mais le but de l'étude finalement est très simple, c'est d'arriver à savoir quelle est la part des dépenses de santé qui sont aujourd'hui affectées à du financement du répit. Voilà. C'est très bien résumé, Franck. Le volet associatif et militant derrière, c'est d'aller voir avec ces résultats qu'on aura, je l'espère, l'an prochain, enfin, en tout cas, je l'espère dans les meilleurs délais, de pouvoir aller voir Bercy. Parce que si aujourd'hui, les politiques publiques d'accompagnement des aidants sont si timides, c'est parce qu'il y a un vrai frein financier. L'État ou les caisses publiques considèrent que c'est une dépense que d'aider les aidants. Et on souhaite, avec cette étude, leur montrer que ce qui leur coûte cher actuellement, c'est l'insuffisance du développement du répit. Et c'est précisément d'avoir freiné des 4 fers pour rendre accessible et correctement financé ce répit. La conséquence étant ces hospitalisations, dont Franck, tu as commencé à esquisser le côté statistique général, mais dont Sonia, juste avant, a parlé de la situation proprement vécue, très très personnelle, quand elle a parlé de son burn-out et de la proposition d'hospitaliser Lina. Je propose maintenant qu'on donne la parole au docteur Rossino pour qu'elle nous éclaire de son point de vue. Docteur Rossino, qu'avez-vous pu constater dans votre pratique ou dans celle de vos confrères ou consoeurs sur le besoin de répit des aidants et comment l'hôpital y répond aujourd'hui? Alors, bonsoir à tous. J'ai pu constater effectivement, à la fois des témoignages comme ceux de Sonia et effectivement des chiffres un petit peu comme ceux de Franck, des hospitalisations de répit. Mais je me suis surtout rendu compte, que parfois, les professionnels de santé n'arrivaient pas à se rendre compte de l'état de santé de l'aidant, avant qu'on en arrive à une vraie crise. Je vais vous raconter une petite histoire, promis rapidement Olivier, mais quand même. Heu, donc j'ai fait ma thèse, à l'époque sur le sujet des aidants en hospitalisation à domicile et on venait de rédiger le protocole, et il est d'usage en général quand on rédige un protocole de faire un test, sur un patient ou 2 patients pour vérifier que le protocole est bien écrit, compréhensible, bref. Et donc le staff et mon chef m'avaient dit: «Écoute, on a un couple charmant d'aidants, tout se passe bien chez eux, il y a aucun problème. Ils ont récupéré à domicile le papa de la jeune femme. Ça va te prendre 10 minutes, tu y vas, tu poses tes questions, tu vois s'ils comprennent bien, si tout est bien formulé et puis tu reviens et là on lance, les inclusions dans l'étude». Bon, donc j'y vais avec, ma feuille, mon microphone, un petit carnet, un crayon en me disant: «On va voir». C'était vraiment les tout premiers aidants que j'allais rencontrer. Heu, les 10 premières minutes, se passent bien effectivement, ils sont charmants. Hem et puis les questions deviennent un tout petit peu plus personnelles dans le protocole, c'était fait exprès, ça allait crescendo, et à un moment arrive la question, d'un désir d'enfant. C'est un couple qui avait une toute petite quarantaine. Le papa, était hémiplégique avec, une pathologie en plus assez lourde à cause du secret médical, je pourrais pas vous en dire plus parce que c'est très rare et donc vous pouvez le reconnaître, mais quand même. Donc une pathologie vraiment très, très lourde qui nécessitait une surveillance 24 heures sur 24, malgré 3 passages par jour de l'hospitalisation à domicile. La jeune femme avait dû changer ses horaires de travail pour passer, de 6 heures à 13 heures, et le monsieur de 13 heures à 22 heures. Pas de soirée, pas de week-end depuis presque 1 an maintenant et donc cette envie d'enfant,
ils se rendaient compte que ce n'était pas possible et ils le disaient eux-mêmes, tant qu'on s'occupera du papa ou du beau-père, on ne pourra pas accueillir par-dessus un nouveau-né. C'est complètement impensable parce que c'est déjà beaucoup de travail d'être aidant et on est déjà complètement épuisé. Alors, on n'imagine pas rajouter un nouveau-né par-dessus, mais on a bien conscience qu'à 40 et quelques années, c'est nos deux, trois dernières années maximum pour avoir un enfant. Donc, ils ont commencé à me parler du deuil, de l'idée d'avoir un enfant et de fonder une famille. Inutile de préciser que ça n'a pas duré 10 minutes, cet entretien, ça a duré 2 heures, qu'à partir du moment où ils ont verbalisé ça, ça a complètement ouvert les vannes et ils m'ont raconté leur quotidien. Et quand je suis ressortie de là, heureusement que j'avais tout enregistré parce que j'ai cru que mon chef allait pas me croire. Je l'ai appelé, je lui ai dit: «Tu es sûr que tu t'étais pas trompé? Que vous me parliez bien, en staff, de la bonne famille, du bon couple? Parce que vous m'aviez dit que tout se passait bien. Heu, je suis désolée de vous annoncer que les 2 aidants que je viens de voir sont dans un état lamentable, pas très, très loin du burn-out, que le papa, culpabilise comme pas possible, qu'il est complètement dépressif, parce qu'il se rend très bien compte de l'état, de sa fille et de son gendre. Bref, il y a rien qui va. Voilà, il a fallu que je retourne à l'hôpital et que je leur fasse écouter l'enregistrement pour que vraiment ils me croient et ils sont tombés des nues. Le médecin est tombé des nues, les infirmières sont tombées des nues, les aides-soignantes sont tombées des nues parce que les passages étaient très courts, parce que pendant que il y avait des passages à domicile et ben, la jeune femme ou le monsieur mettait un sourire sur leur visage et que jamais personne de l'équipe n'avait pensé à vraiment creuser, à vraiment leur demander comment eux allaient, à les prendre à part, parce que j'avais fait mes entretiens séparément, les aidants d'un côté et le patient de l'autre, histoire d'obtenir la vérité. Bref, 2 jours après, ils ont fait réhospitaliser le papa. Et il a été réhospitalisé, j'ai vérifié 3 semaines derrière, parce que les aidants n'allaient pas bien du tout. Mais c'est vrai que si l'hospitalisation a été le réflexe, parce que c'était la seule solution qui a été trouvée en urgence, la vraie problématique pour moi était qu'on en soit arrivé là, parce que personne n'avait su de chez nous, alors qu'il y avait des soignants 3 fois par jour dans cette maison, 24 heures sur 24 depuis, presque un an. Donc il les connaissait, il connaissait tout le monde par cœur et en un an, personne n'avait réussi à voir que ces aidants n'allaient pas bien. Parce que, la grande majorité des soignants ne connaissaient même pas bien la problématique des aidants, n'y pensaient pas forcément, n'ont pas d'outils pour évaluer les aidants. Bref, chacun fait comme il peut. On est déjà extrêmement mal formés. Moi, j'ai quand même découvert le mot aidant, le jour où j'ai débarqué en HAD, et qu'il me fallait un sujet pour mon mémoire de master, et j'en avais jamais entendu parler avant. Donc, preuve que les études de médecine sont quand même assez lamentables sur le côté, formation à l'humain, ce qui est pas de la technique pure. Enfin, ça, c'est pas une nouveauté. Bref, c'est vrai que ces hospitalisations, je pense, pourraient en partie être évitées si, les soignants étaient mieux formés, et apprenaient, à essayer de rechercher activement les problèmes que peuvent rencontrer les aidants, en particulier les problèmes de santé, que ce soit santé mentale, ou santé physique. Parce que c'est vrai qu'on en arrive à des hospitalisations de répit, d'urgence, parce que c'est bien ça le pire, c'est que c'est du répit vraiment d'urgence parce qu'il y a des crises et que ça veut dire que l'état de santé est assez effroyable à chaque fois chez les aidants. Mais ça pourrait être évité aussi si nous, de notre côté, on apprenait à poser des questions aux aidants et qu'on réussissait à faire des évaluations régulières de la situation. Hélène, vous parliez du répit d'urgence, en regrettant effectivement que ce soit le cas. Franck, combien de temps ça prend quand on demande du répit? Je suis aidant aujourd'hui, j'ai besoin de répit. Comment je fais et combien de temps ça me prend avant d'y accéder? Je pense que la réponse à cette question est très variable en fonction du lieu où on habite. Si on a la chance d'être l'aidant d'une personne âgée et qu'on a la chance d'être orienté vers une plateforme d'accompagnement et de répit. Alors, parce que généralement, en tant que proche aidant, on ne connaît pas les plateformes d'accompagnement et de répit. Donc, si on a la chance d'avoir un médecin traitant qui la connaît et qui va nous orienter, ce qui doit être assez rare. Enfin, je m'adresse à Hélène. Je pense que les médecins traitants, les médecins de ville qui connaissent les plateformes d'accompagnement et de répit, c'est rare. Bref, si miraculeusement on a la chance d'être orienté vers une plateforme d'accompagnement et de répit, qui va nous envoyer une infirmière,
peut-être d'abord pour un échange téléphonique et puis après, sans doute, une visite à domicile pour qu'elle se rende compte de la situation, qu'elle comprenne quels sont les besoins de la personne aidée, quelle est la demande du proche aidant. Et puis qu'ensuite elle arrive à trouver un service à domicile sur le territoire qui peut intervenir au domicile, qui a des professionnels qui sont formés aux particularités ou aux besoins de la personne aidée. Et puis, dans le meilleur des cas, peut-être que la plateforme d'accompagnement et de répit, elle a un petit financement pour diminuer le coût de la prestation de répit qui pourrait être apportée aux proches aidants. Ça ne va pas se faire tout de suite. Vous voyez, là, tout ce que je décris, c'est un processus qui prend plusieurs semaines. Franck, là, tu parlais d'un scénario optimal. Voilà, plusieurs Ah, semaines, peut-être plusieurs mois. Alors après, d'accord. vous savez, dans les EHPAD, il y a des places qui sont censées être réservées pour de l'accueil temporaire. Là encore, c'est pour des personnes âgées. Côté handicap, on a l'accueil temporaire, où on a une plateforme même d'accueil temporaire qui permet de trouver un certain nombre de places. Alors en plus, je crois que la plateforme est nationale, donc ça permet d'aller regarder ailleurs que dans son département où est-ce qu'il pourrait y avoir des places. Mais là, ça rajoute la question du transport ou voilà, de l'accessibilité sur le plan géographique. Donc dans les EHPAD, il peut y avoir aussi des places qui sont réservées à du séjour temporaire. Je ne connais pas les délais d'obtention, mais ça ne se fait pas dans l'urgence, c'est absolument certain. En plus, là, pour le coût, il y a une question de coût qui rentre en jeu, qui peut être assez importante. Le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de solution d'urgence possible, hormis cette mauvaise solution, entre guillemets, qui est l'hôpital, voire même les urgences. Hein. On a pas mal de retours de proches aidants qui nous disent que, faute de solution, ils se tournent vers les urgences pour apporter la personne aidée et la confier aux urgences pour qu'eux puissent enfin se reposer. Les délais, je n'ai pas d'études, pas de références qui permettent de les mesurer, mais ça se compte en semaines à minima et en mois, je pense, de façon beaucoup plus certaine. C'est ce Donc que j'appelle, c'est... moi, la définition de l'urgence par l'administration. Voilà. Hmm. Sonia, quel répit vous serait utile en fait? Comment est-ce que vous imagineriez un répit qui vraiment serait quelque chose quelque chose d'accessible et d'utile pour vous? Alors, moi, pour répondre à la question que vous avez posée à Franck, j'ai envie de dire que de toute façon, le délai est toujours trop long. C'est toujours de toute façon trop long. Et il y a une phrase qui dit « vaut mieux éviter que guérir ». Et je pense que vaut mieux un répit régulier, c'est-à-dire une fois par semaine, plutôt que d'un coup, on a besoin de se remettre d'une accumulation de fatigue et de burn-out. Donc, sur les parents d'enfants en situation de handicap qui les ont à domicile, les répits comme ça temporaires, d'accueil temporaire, de toute façon, c'est difficilement accessible. Les médecins, en tout cas moi autour de moi, ne connaissent pas, les urgentistes aussi. Donc, l'idéal serait un répit temporaire mis en place et sécurisant pour l'aider et pour l'aidant, parce qu'il y a encore toujours cet aspect un petit peu à qui on va confier notre proche, parce que pour pouvoir se reposer, il faut avoir l'esprit serein et donc ne pas culpabiliser, parce qu'il y a quand même un mot-clé qui revient beaucoup dans le couple aidant-aidé, c'est la culpabilisation, de se dire à qui on laisse notre proche pour nous pouvoir nous reposer. Et encore une fois, pour pouvoir lâcher prise, il faut du temps. Donc pour moi, le mot-clé, c'est vraiment anticiper et régularité. Une fois par semaine peut suffire, plutôt que envisager des solutions qui peuvent durer 2-3 jours, voire une semaine ou un mois pour récupérer tout ce qui s'est passé. Donc, pour moi, l'idéal, c'est vraiment la régularité dans une ambiance de confiance, effectivement, peut-être dans un établissement. Pourquoi pas pousser, et je sais que certains centres, je pense à mon amie Céline que j'ai vue, peut aussi faire appel quelquefois à des journées, voire à des nuits. Mais encore une fois, pour en arriver là, il faut déjà avoir mis en place tout ce process de confiance qu'on ne peut pas faire quand on est à terre. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà aussi l'anticiper. Donc, voilà.
Merci Sonia. Je vais vous poser une question à tous les trois cette fois-ci, une question large, qui ne demande pas forcément une réponse économique, parce qu'on peut y apporter une réponse humaine, une réponse en termes d'hospitalisation évitable, de détection trop tardive des maladies qui seraient un petit peu réduite, etc. Mais, donc à vous tous, sans avancer forcément de chiffres, quel est aujourd'hui le coût pour l'État français de ne pas davantage soutenir les aidants avec du répit accessible? Quand on regarde, alors je suis désolée, tu m'as dit de ne pas répondre avec de l'économie, Pas mais forcément. pas forcément. Pour une fois, d'habitude, on oppose toujours l'humain et l'économie. Oui, c'est peut-être les aidants, c'est le seul sujet qui, pour moi, ne les oppose pas. Ça a du sens en termes économiques de soutenir les aidants. On se plaint toujours de la consommation de médicaments très importante, en particulier des Français, hein. Quand on regarde le top des consommations de médicaments, on a les anxiolytiques, les antidépresseurs et les somnifères. Je ne sais pas si certains reconnaissent des médicaments sur cette liste, mais ils sont quand même très, très consommés par les aidants et c'est l'anxiété, les troubles dépressifs et les troubles du sommeil. Je pense qu'on peut faire un vrai lien, même si encore une fois, il faudrait une étude pour faire un lien officiel, mais officieusement, moi, je vois un vrai lien entre la consommation de ces médicaments-là et le manque de répit. Parce que si on est complètement anxieux, déprimé, qu'on n'arrive pas à dormir, etc., c'est aussi qu'on a besoin d'une pause de sa situation. Donc, pour moi, Ouais. une partie du coût, c'est à la fois un coût économique et un coût pour la santé de l'aidant derrière, hein, parce que la consommation de ces médicaments de manière répétée n'est pas bonne non plus pour la santé de manière générale. Mais clairement, Hélène, excuse-moi, Olivier, clairement, il y a aussi cette projection à long terme. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'il y a un moment, on va être usé beaucoup plus rapidement. Sur les coûts des anxiolytiques, moi, on m'avait proposé, Paulina, une camisole chimique. C'est clairement ce qu'on m'avait dit pour qu'elle puisse dormir la nuit. Donc, avec tout ce que ça engendre derrière. Et puis, les coûts liés aussi aux douleurs, en plus physiques, en plus de celles qui sont nerveuses, hein, c'est-à-dire le besoin d'aller chez l'ostéo, le besoin d'aller chez le kiné. Et en fait, les coûts sont encore plus élevés parce qu'on ne peut pas y aller et les séances doivent se faire à domicile ou ne se font pas. Et le jour où on cumule les séances qui ne se font pas, du coup, on arrive vraiment sur des blocages qui sont beaucoup plus sévères. Donc, en fait, c'est le surcoût, comme on a souvent, on est confronté au surhandicap dans le quotidien. C'est vraiment un surcoût au coût de la prise en charge médicale parce que tout est exponentiel. Et on sait qu'en plus, dans le milieu du handicap, tout est exponentiel. Donc réellement, je pense que tout le monde a à y gagner, la société a à y gagner, c'est-à-dire que l'investissement, si on peut appeler ça un investissement auprès des aidants pour avoir du répit, c'est d'autant d'investissement qui ne sera pas pris en charge. En plus, il faut savoir qu'un aidant qui est en burn-out, c'est un aidé qui n'évolue pas. C'est un aidé qui perdra aussi en autonomie. Donc, tout le travail que l'on fait pour faire gagner à nos proches de l'autonomie, et ce travail du coup qu'on ne peut pas faire quand on n'est plus en état, eh bien, il y a un moment, il faudra aussi le récupérer si c'est récupérable, et c'est encore du coup en matériel, en rééducation, parce que un enfant que l'on n'a pas pu stimuler pour la marche et qui perd la marche, c'est quelqu'un qui sera un adulte non autonome, avec des coûts de matériel, avec des coûts de protection, etc., etc. Et en plus, tous les problèmes liés à la décalcification osseuse, aux douleurs qui sont générées, aux problèmes digestifs, etc. Donc, il y a vraiment des conséquences euh, auxquelles même les professionnels de santé n'arrivent même pas à faire le lien, c'est-à-dire des problèmes digestifs parce que une personne ne marche pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est une toile d'araignée et c'est exponentiel. C'est vraiment ça que je veux faire comprendre. C'est qu'il y a des conséquences, les dommages collatéraux sont vraiment beaucoup plus importants que le simple fait de se dire, il y a l'hospitalisation de l'aidé ou l'arrêt maladie d'un proche, mais aussi les conséquences à long terme sur le bien-être de l'aidé et de l'aidant. Franck, est-ce que tu as un mot à rajouter? Oui, alors moi j'aborderai cette question des coûts du manque de répit de façon plus générale en la resituant dans la problématique de l'accompagnement des personnes vulnérables, où on constate qu'on a un système de santé
qui n'est pas du tout fait pour accompagner dans la longue durée des personnes qui ont besoin d'une aide de façon régulière, constante, permanente. C'est tout particulièrement le cas des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d'autonomie, pour lesquelles, si on regarde côté professionnel, on a des services à domicile qui sont extrêmement précarisés, avec une utilisation, voire même une exploitation d'une main-d'œuvre précaire, peu formée. Et là, du coup, je rejoins toutes les questions autour du CARE aujourd'hui. On voit bien qu'on a une déconsidération énorme de tout ce travail qui est massivement féminin, avec des compétences extrêmement précieuses, mais qui ne sont pas du tout valorisées, pas du tout reconnues. Et je pense que les coûts apparaissent d'autant plus importants sur le plan humain que l'on regarde les situations dans leur particularité. Et en écoutant ta question, Olivier, j'ai revu une situation individuelle que j'avais étudiée il y a quelques années dans le cadre d'une étude qu'on faisait pour l'AFM sur les aspirations à l'autonomie des jeunes souffrant de maladies neuromusculaires. Et on réalisait un entretien avec un jeune qui avait une vingtaine d'années, qui était en présence de sa maman. Sa maman, c'était le scénario assez classique, elle s'était arrêtée de travailler dès le diagnostic qui était intervenu quelques années après la naissance de son fils. Elle avait mis sa vie entre parenthèses, elle avait un travail avant, elle s'est arrêtée de travailler. Elle avait passé toutes ces années à s'occuper de son fils en étant à la fois ce que l'association Je t'aide dit très bien, l'infirmière, le taxi, l'assistante sociale, l'auxiliaire de vie. Elle était sur tous les fronts, hein. Elle s'occupait du soir au matin de son fils, le jour, la nuit. Elle avait une source de revenus qui était liée à sa PCH et d'Humaine. Et il s'avérait que son fils, qui avait maintenant 20 ans, il avait envie de partir du domicile. Il avait envie d'aller vivre sa vie avec d'autres jeunes de son âge dans un habitat partagé, comme on voit beaucoup aujourd'hui. Et cela supposait qu'il donne, entre guillemets, ses heures d'aide humaine à des professionnels. Et donc que sa maman, qui s'était isolée du marché du travail pendant une vingtaine d'années, qui avait fait de sa source de revenus l'aide qu'elle apportait à son fils, soit privée de sa source de revenus, se retrouve elle-même précaire. Donc on voit bien comment aujourd'hui notre système génère des situations qui sont catastrophiques sur le plan humain, puisque là tout le monde est privé de sa liberté, tout le monde est privé de son autonomie. Ces situations sont insolubles, on n'a aucune solution pour ça, et elles sont la conséquence de l'inadaptation de notre système. Et des situations comme ça, je suis sûr que si vous êtes concerné par la question du handicap ou de la perte d'autonomie, vous en connaissez plein. Et ce qui est intolérable, c'est qu'on continue encore à avoir un système qui les génère, qui les produit et qui les produit massivement. Et le pire, c'est qu'on a pointé du doigt la plupart des problèmes sur lesquels il faudrait agir. On a des rapports qui s'empilent sur les bureaux des ministères. On a une attitude totalement attentiste des pouvoirs publics qui ne font que retarder, que traîner un peu plus l'échéance de la décision. On vient d'apprendre là, il y a quelques jours que la loi Grand Âge et Autonomie qu'on attend depuis des années et des années est à nouveau reportée. Donc, en fait, ce qui est dramatique, c'est ce décalage qu'il y a entre les réalités vécues par les personnes et puis la réaction politique, l'action politique qui est faite par rapport à ça. Et c'est effectivement vertigineux, hein, le témoignage que tu nous remontais sur cette dame et son problème de PCH qui, voilà, c'est assez impressionnant et ça montre à quel point la problématique des aidants est vraiment au cœur de tout. Et du coup, prenons-nous un rêver parce que c'est la Journée nationale des aidants. Encore une fois, une question ouverte à vous trois. Comment faire une politique publique qui change vraiment les choses? Vous avez 5 minutes. Moi, Je crois que déjà, il y a déjà 5 minutes chacun. Excuse-moi, mais déjà la prise de conscience, tu vois, je veux dire, il faut déjà commencer par le début, c'est-à-dire la prise de conscience qu'à partir du moment où une personne est touchée par un handicap ou une maladie, les conséquences collatérales ne sont pas en fonction des personnes, de la classe sociale ou de la profession des personnes. C'est-à-dire qu'on est tous impactés, peu importe notre niveau social et notre classe sociale. Et il faut arrêter de se leurrer parce que c'est connu et reconnu, enfin c'est connu, mais malheureusement pas reconnu de tous. Donc il faut déjà partir à la base et à partir du moment où on a un diagnostic ou une présomption, là il faut mettre en place un véritable accompagnement, mais global, administratif, financier, psychologique. Et encore une fois, c'est
euh, ça passe par la reconnaissance. Et on en avait discuté, donc la reconnaissance de l'impact et la reconnaissance du coup du traumatisme et des conséquences qui va y avoir derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rendre ces familles-là, comme disait Franck, dans des situations précaires financières, comme étant des cas sociaux dépendants des allocations familiales, parce que effectivement, j'ai également dû quitter mon emploi, je me suis mise à mon compte, j'ai également dû cesser mon activité libérale parce que c'est pas compatible. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations financières où les coûts médicaux tiennent une part importante dans le budget personnel. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, le surcoût lié à la prise en charge médicale de ma fille m'incombe, donc je suis moi-même pénalisée d'avoir une enfant malade. Donc, il faut arrêter de punir les familles de ne pas avoir la chance d'avoir des proches en bonne santé. Franck et Hélène, comment faire une politique publique qui change les choses? Alors, juste une phrase par rapport à ce qu'a dit Sonia, je suis tout à fait d'accord. J'ai vu passer tout à l'heure un post du président de la République qui parlait du choix d'être aidant. Voilà, ça se voit sur la tête de Sonia, j'ai déjà ma réponse. Mais je me suis retenue de répondre. Je me suis retenue de répondre, ça va aller mieux. Moi, je pense que, alors, on attend beaucoup de l'État à raison, mais ils ne sont pas d'une rapidité exceptionnelle. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve qu'il y a un organe dont on a un tout petit peu parlé, qui devrait sincèrement beaucoup plus agir, faire beaucoup plus, c'est le département. Parce que le département, l'échelon départemental, ils ont quand même en responsabilité le vieillissement, la partie sociale, enfin tout le médico-social globalement dépend d'eux. Il y a des départements, alors très très peu, mais quand même, je pense au département de l'île de la Réunion, qui ont mis en place beaucoup de choses en faveur des aidants. J'ai du mal à comprendre que les autres départements ne le fassent pas. Je sais que l'État a son rôle à jouer, en particulier sur les financements et sur la façon dont on voit les aidants de manière générale, mais ça n'empêche que, on l'a vu, les solutions sont déclinées territoire par territoire. Et si on n'a pas aussi des solutions au niveau des territoires, on n'y arrivera pas. Donc pour moi, c'est vraiment État plus département et il y a un vrai travail à réaliser à ce niveau-là. Franck? Je ne suis pas sûr de partager l'espoir d'Hélène concernant les départements. Je ne vais pas développer mes raisons ici, en plus c'est enregistré, mais je ne partage pas cet espoir. Par contre, je vais vous raconter une histoire qui résume un peu le fond de ma pensée. Dans les années 50, en France, il manquait tout concernant l'accueil des personnes en situation de handicap, et ce sont les parents qui se sont mobilisés et qui se sont battus en fait pour obtenir des établissements permettant d'accueillir leurs enfants en situation de handicap. C'est la mobilisation et le combat des parents d'enfants handicapés qui a construit tout ce qu'il existe en France aujourd'hui en matière de politique du handicap. On leur doit tout à ces parents qui ont su se mobiliser et se battre. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut obtenir quelque chose, je ne veux pas prendre ma casquette de marxiste, mais sincèrement, la mobilisation paye. On est dans le cadre d'un rapport de force et il faut se mobiliser. Les aidants, c'est 10, 11, 12 millions de personnes qui ne se connaissent pas suffisamment, qui ne se reconnaissent pas suffisamment. Je crois que l'action que mène l'association Je t'aide, elle est précieuse parce qu'elle aide tous ces aidants à se regrouper, à se rassembler. Il faut que ça se démultiplie, il faut qu'année après année, on essaye de le mesurer d'ailleurs, les aidants s'identifient de plus en plus à cette notion. Je crois que la question du droit et du statut des aidants, elle est importante parce qu'elle peut fédérer, elle peut mobiliser les énergies. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller se battre pour défendre ses droits, surtout quand ils sont légitimes, surtout quand ils sont fondés. Je crois qu'il n'y a que comme ça que ça paye, et je crois que sur une question aussi large que celle-là, qui concerne quasiment tout le monde en fait, dans toutes les familles, on est concerné par le handicap ou la perte d'autonomie. Il faut qu'on arrive à faire de la politique, mais au sens noble du terme. Ça veut dire comment est-ce qu'on pense nos vies, à quoi est-ce qu'on donne de l'importance, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous sur ces questions-là qui sont finalement les plus ouvertes, les plus partagées par le plus grand nombre de personnes.
il y a matière, je crois, à rassembler. Moi, je crois beaucoup à l'action citoyenne, en fait. Donc, toutes les formes peuvent être étudiées, sont les bienvenues. Pour l'instant, on se rassemble gentiment, on fait des conférences, on parle entre nous, c'est le début. Peut-être qu'il faudra passer à une vitesse un peu plus supérieure et commencer à faire des actions peut-être un petit peu plus engagées. Voilà, alors les propositions sont ouvertes, il y a sans doute pas mal d'idées à débattre, mais voilà le fond de ma pensée. Merci Franck. Alors effectivement, si tu me tends des perches pour terminer cet échange et passer aux quelques questions qu'on a reçues. Effectivement, les mobilisations d'année en année prennent vraiment de l'ampleur. On est très content de voir que les médias aussi font vraiment caisse de résonance des mobilisations qu'on peut essayer d'initier. Et ça permet de voir que les aidants sortent de plus en plus de l'invisibilité. On a les chiffres d'un baromètre qu'on suit chaque année, qui est celui de la Fondation April, qui montre qu'aujourd'hui, les derniers résultats obtenus montrent qu'un Français sur 2 connaît le terme aidant. Il y a quelques années, c'était globalement un Français sur 4, et encore avec une définition approximative. Et pour moi, c'est pas anodin que aujourd'hui sur Twitter, on ait le président de la République qui fasse des tweets qu'on peut trouver maladroits, ou à côté de la plaque. Enfin, on est libre de son interprétation, mais qu'il affiche vraiment un message pour les aidants. Pareil, j'ai vu des responsables politiques plus locaux, des maires de grandes villes, etc., faire passer un message pour la Journée nationale des aidants. À mon sens, c'est le symptôme que les aidants font enfin société. Société réunie par des gestes, un vécu, un terme aussi, celui des aidants, qui commence à être repris. Et cette société atteint une masse critique médiatique et politique, au sens noble du terme, politique, qui fait que aussi des candidats ou des personnes en responsabilité s'intéressent à cette population parce qu'ils se disent j'ai en face de moi une population constituée, un vivier aussi de voix et d'électorat. Et j'ai envie d'être optimiste et que ces mobilisations, du coup, les amènent de plus en plus à s'intéresser aux besoins des aidants. Par ailleurs, il y a aussi ces études qu'on mène pour essayer de convaincre au-delà des bons sentiments humains, avec un intérêt économique. Parce que j'espère que l'échange qu'on a eu à l'instant aura montré qu'on a potentiellement des leviers d'économie énormes à réaliser, simplement en développant du répit qui soit accessible. Je vais vous lire quelques questions reçues dans le chat et je vais vous proposer à tous les trois, pas forcément à chacun de donner une réponse, mais celles ou ceux qui souhaitent y répondre, de prendre la parole pour donner leur point de vue. Il y a une remarque / question sur l'approche par maladie ou par situation avec autant de plateformes de répit qui sont proposées. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'accueillir les aidants sur des plateformes de répit communes, indépendamment de la situation ? Qui veut prendre cette question ? Moi. C'est ce que je répète depuis un petit bout de temps, effectivement, un peu sur le modèle de Taïwan, où il y a des centres de ressources pour aidants, mais tous aidants confondus, pardonnez-moi, je fais la liaison, qu'on accompagne un enfant handicapé, une personne âgée, un malade chronique, son grand-père, un voisin, enfin bref, tout le monde est accueilli dans ces centres, ce qui en plus facilite la vie des professionnels de santé, parce que tout à l'heure on disait que les médecins ne connaissaient pas forcément la plateforme à côté de chez eux. Je ne sais pas si vous visualisez le nombre de choses qui existent dans tous les sens, pour tout type de patients, tous les âges, etc. Mais c'est un bordel pas possible. Soyons honnêtes, c'est vachement compliqué pour un professionnel de santé d'avoir une liste de tout ce qui existe et de dire, alors vous êtes dans telle case et telle case, je vais vous envoyer là, là et là. C'est juste infaisable. Quand on a un endroit bien identifié, c'est aussi beaucoup plus simple de former les professionnels, de rediriger correctement les aidants et derrière, d'apporter des vraies solutions personnalisées et un vrai répit personnalisé. Pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir des endroits qui s'occupent des personnes âgées, des endroits qui s'occupent des personnes handicapées, des endroits… Ah bah non, il n'y a pas d'endroit qui s'occupe des gens qui accompagnent quelqu'un avec une maladie chronique. Raté. Ça, c'était mon petit espoir à moi, mais à part peut-être Alzheimer. Mais sinon, toutes les autres passent à la trappe. Donc, ça n'a pas de sens. Tout le monde est aidant et les problématiques sont communes.
Et ça rejoint, Olivier, ce que tu demandais tout à l'heure sur la politique publique. Il faut vraiment sortir de ces tuyaux d'orgue où chacun parle de sa maladie ou de son handicap, puisque la problématique est la même et que l'on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en essayant de fédérer les solutions qui existent déjà sans réinventer l'eau chaude, puisque certains territoires ont déjà fait des choses exceptionnelles. Donc, il ne faut pas réinventer, mais fédérer et justement sortir où chacun parle de sa maladie. Il suffit qu'une association crie plus fort ou ait des actions plus revendicatrices, on va s'intéresser à elle. Alors oui, tiens, t'es pas autiste, dommage. Tiens, t'es pas Alzheimer, dommage. Et donc, on va avoir des plans autistes, des plans Alzheimer, etc. Et puis, on rentre jamais dans les cadres alors qu'on a tous et toutes les mêmes problématiques et envie d'avoir les mêmes solutions. Donc, ça rejoint cette question de politique où il faut vraiment maintenant parler d'aidants et de réponses globales. C'est vraiment ça, il faut vraiment maintenant globaliser et fédérer toutes les actions qui existent pour aller plus vite et mieux. J'ai une autre question à vous soumettre. Répit d'urgence. Que se passe-t-il si l'aidant a un problème de santé et doit lui-même être hospitalisé ou pris en charge? Par exemple, une opération d'urgence, une maladie. Une hospitalisation du proche en situation de dépendance? Donc, c'était surtout le premier segment de la question qui est important. Je la lisais telle quelle. Que se passe-t-il si l'aidant a un problème de santé et doit lui-même être hospitalisé, pris en charge? Par exemple, une opération d'urgence. C'est la galère. C'est une urgence, mais pas du style on vient de faire un infarctus. Parce que ça, c'est de l'urgence très, 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 très urgente. On n'a absolument rien le temps d'organiser. Et là, c'est une galère absolue. Il faut prier pour qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la famille qui ait l'idée d'aller remplacer les dents. Soit l'urgence est relative, entre guillemets, on a quelques heures, voire 24-48 heures avant de se faire opérer. Et on peut tenter une hospitalisation, mais Franck le disait tout à l'heure, on ne peut pas hospitaliser sans raison. Et ce n'est pas simple d'hospitaliser des patients directement sans passer par les urgences. Donc, en particulier les personnes âgées, malheureusement, il y a très peu de gériatrie aiguë pour lesquelles il ne faut pas passer par les urgences. Donc, on peut déposer sa grand-mère aux urgences, mais ce n'est pas l'idée du siècle. Donc, en général, le médecin traitant va trouver une solution, un prétexte pour faire rentrer le patient pour une raison ou pour une autre. Mais, encore une fois, il y a un vrai risque que le patient transite par les urgences pour rien. Et ça ne dure pas 2 heures en général. Surtout quand il n'y a pas de vrai motif. Parce que, bon. J'attire quand même l'attention sur le fait que sur les enfants polyhandicapés, en tout cas, je pense à Lina, par exemple, elle ne peut pas être hospitalisée sans la surveillance d'un adulte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infirmière. Lina est pas du tout autonome, ne saurait pas faire appel en cas de besoin, peut se mettre en danger parce que les lits à l'hôpital ne sont pas sécurisés. Donc, je vois difficilement comment Lina pourrait être hospitalisée sans une tierce personne, donc sans son aidant. Donc, même dans ce cas-là, pour moi, l'hospitalisation de l'aidé non autonome, je ne crois pas que ce soit possible. À part l'attacher à son lit, pour qu'elle ne se mette pas en danger. Enfin, Lina, je ne vois pas comment elle peut être hospitalisée ou rester sans surveillance, ne serait-ce qu'une heure à l'hôpital. Malheureusement, je pense que la solution que tu viens juste d'énoncer à l'instant serait la solution qui serait utilisée. Mais... Bon, et ben on retourne dans les années tortionnaires en Russie. Bon, après, je peux me tromper. Hein. Je ne suis pas médecin spécialiste de ces pathologies-là, mais c'est vrai qu'en cas d'urgence, s'il t'arrivait quelque chose là tout de suite, enfin, je te le souhaite absolument pas, hein, mais là tout de suite maintenant, j'aurais du mal à imaginer un autre type de prise en charge qu'on gère dans l'urgence. Et du coup, c'est jamais bien l'urgence, particulièrement en médecine. On a vu effectivement des cas un petit peu similaires, enfin proches au niveau de la problématique pendant le Covid, où des aidants nous disaient ma plus grande crainte, c'est de tomber malade parce que je suis la personne, enfin l'aidant, qui va faire les courses de ma maman et il n'y a personne d'autre pour faire ça. Donc si jamais je tombe malade et que je ne peux pas lui faire ses courses, lui faire à manger, comment elle se débrouille? Au-delà de la possibilité de lui transmettre
le virus. C'est que le plan B, malheureusement, souvent, n'existe pas. Il nous reste du temps pour une dernière petite question. Je pense qu'elle surprendra personne. Un guichet unique pour les aidants en général, est-ce possible? Depuis le temps que vous l'entendez, cette question, je crois que vous devez avoir des idées de réponses, notamment Franck. Oui, alors Hélène en parlait tout à l'heure, on a le problème des plans de santé qui sont très segmentés, qui sont faits pathologie par pathologie. On a le plan autisme, on a le plan maladie neuroévolutive, on a la stratégie polyhandicap, etc. Et dans chacun de ces plans, il y a un petit volet aidant, mais ces petits volets aidants, ils sont tous séparés les uns des autres. Alors, on parlait tout à l'heure des plateformes d'accompagnement et de répit qui sont issues du plan Alzheimer, qui ont été élargies aux personnes âgées, pas uniquement souffrant de troubles neuroévolutifs. Peut-être que oui, il serait bien évidemment qu'on aimerait avoir un endroit où s'adresser, avoir la palette des solutions disponibles, bien évidemment. Alors, je crois qu'il y a différentes tentatives. Moi, je crois beaucoup aux initiatives qui sont prises par les aidants eux-mêmes. Il y a beaucoup d'aidants qui se sont mobilisés au cours des dernières années pour essayer de créer, d'inventer les outils qu'ils n'ont pas réussi à trouver eux, mais dont ils auraient eu sacrément besoin. Il y a eu, en ce moment, là, il y a un site qui est en train de se développer qui s'appelle Ma Boussole Aidant, qui est développé notamment par Clésia, je crois, et qui a cette vocation à essayer de cartographier sur l'ensemble du territoire toutes les ressources, les services qui peuvent apporter des solutions. Donc, je crois qu'en fait, à défaut d'attendre que les pouvoirs publics mettent en place une solution, en fait, c'est l'auto-organisation qui va générer ces solutions. Et je pense que les nouvelles technologies vont être sacrément utiles pour favoriser l'essor de ces solutions. Alors, on a un commentaire qui nous dit qu'il existe des tonnes d'initiatives. C'est à la fois bien et ça génère un peu de confusion dans les informations disponibles. En tout cas, merci à notre panel de spécialistes d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. On espère, à vous qui nous regardez, que ça vous a intéressé. Et on espère aussi beaucoup dans les années qui viennent, grâce à notre mobilisation qui ne faiblira pas, bien au contraire, bien sûr, et grâce à des études, on espère vraiment faire changer les choses et obtenir ces changements souhaités par les aidants. Donc maintenant, j'ai l'honneur de passer au deuxième temps fort de notre soirée, qui est la remise des prix aux lauréats. Donc merci, un très grand merci à notre jury d'aidants qui a répondu présent cette année pour éplucher les nombreuses candidatures reçues. C'est une lourde tâche de décider des fois entre tel ou tel dossier parce que le niveau de qualité est assez impressionnant et on regrette de ne pas avoir davantage de prix à décerner, mais c'est ainsi fait, on n'en a que 5 et on espère que ces 5 prix permettront quand même de développer du répit ou de soutenir ces initiatives. Donc traditionnellement, quand on est présent physiquement, après cette introduction, je confie la parole à différents acteurs, des membres du jury, des aidants qui travaillent pour les sponsors du prix Initiative Aidant, qui sont les 3 mécènes dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui remettent un prix. Donc j'ai l'honneur de confier la tâche de la remise du premier prix, qui est aussi le prix coup de cœur du jury, à Hélène Rossineau, que maintenant vous connaissez, parce que vous avez vu l'introduction, et qui nous dira à qui ce prix a été décerné cette année. Tadam. Bon oui, alors, du coup, je ne vais pas me représenter. Je sais que normalement, je suis censée expliquer pourquoi le répit, c'est important à mes yeux, mais je pense qu'on l'a compris normalement dans l'heure qui précédait, si ce n'était pas encore assez clair. En tout cas, je suis très heureuse, cette fois-ci, pas seulement en mon nom, mais au nom du fonds que je représente, le fonds Jumping for Health, qui essaye de soutenir tout un tas d'initiatives de promotion de la santé. Et ben justement, de soutenir une initiative
pour le répit des aidants, parce que soutenir le répit, c'est soutenir la santé. C'est une vraie action de promotion de la santé. Donc, je suis très, très heureuse, parce que je les ai ratés plusieurs fois. Je devais aller les voir, mais je suis donc très heureuse de leur remettre un prix. C'est l'association Espace Singulier. Bravo, bravo, bravo à Espace Singulier. L'association Espace Singulier qui facilite vraiment au quotidien le quotidien des personnes malades, des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. C'est une association d'Essonne et ils ont une action particulière sur le répit, qui est le relais répit, qui propose des répits ponctuels au domicile des binômes aidants-aidés qui habitent en Essonne. Je sais qu'ils ont 25 relayeurs bénévoles qui se sont relayés depuis 2014 et qui soutiennent plus de 200 binômes aidants aidés chez eux. Et je trouve ça absolument formidable. Donc vraiment, vraiment, bravo Espace Singulier. Merci beaucoup. Proposer du coup à Sandrine Podolac, qui représente Espace Singulier, de prendre la parole pour nous expliquer sa démarche. Est-ce que Sandrine est avec nous? Ouais, voilà, c'est mieux avec le son. Déjà, je voudrais remercier tout le monde et remercier particulièrement tous le jury qui nous a fait confiance, qui nous fait confiance sur l'action qu'on a depuis 2014 grâce à un certain nombre de financeurs. Et je voudrais avoir aussi un remerciement particulier à l'équipe opérationnelle du collectif Je t'aide, parce qu'ils sont très, très actifs sur cette journée et très actifs pendant toute l'année et pour ce prix et je tiens à les en remercier particulièrement. Oui, notre relais répit, ce qui me fait extrêmement plaisir dans ce prix, c'est que c'est une reconnaissance pour nous d'un répit qui est très humble, hein, on pourrait dire qui est très petit, puisque finalement, nous, on a visé l'idée de rentrer dans le quotidien des personnes, de se glisser dans le quotidien des personnes pour leur donner une respiration ponctuelle, mais une respiration ponctuelle qui parfois est précieuse. En témoigne un certain nombre de personnes, comme tout simplement ce monsieur qui nous a remerciés parce qu'il avait pu faire 2 fois le tour du pâté de maison, ce qu'il n'avait jamais fait depuis 2 ans, ou de la petite dame qui s'est assise sur son banc pendant qu'on était avec son fils autiste avec des troubles de comportement sévères, qui a pu simplement s'asseoir sur un banc pendant 1 heure, alors même qu'elle nous avait accueillis en pyjama, pas très, très décidée à sortir quand même, pas tout à fait confiante sur le fait qu'on pouvait rester avec son fils. Et je pourrais comme ça en citer un bon nombre. Donc un répit qui est très ponctuel, qui est modestement pas plus de 3-4 heures, mais qui est précieux parce qu'il se glisse dans le quotidien, qui ne demande absolument aucune comment je veux dire, démarche particulière, hormis prendre contact avec nous et pas de démarche administrative, et cetera. C'était de faire quelque chose d'ultra léger, quoi. L'ultra léger du répit, gratuit, enfin tout pour que ça puisse se glisser dans le quotidien. Alors évidemment, ça se fait pas avec personne, c'est le moins qu'on puisse dire et donc déjà, je voudrais faire confiance à tous ces tandems aidants et personnes aidées qui acceptent d'avoir des bénévoles, des relayeurs bénévoles chez eux et souvent, ce sont les premières personnes qui interviennent finalement chez eux parce que jusque-là, ils avaient pas trop envie de confier leurs personnes aidées et donc ça, c'est ce qui permet d'ouvrir vers d'autres choses et puis après, je voudrais aussi, évidemment, remercier Philippe qui a fait le petit film d'animation qui nous a permis de présenter ce relais. Et puis après, je vais remercier les personnes principales de cette histoire qui sont les relayeurs bénévoles sans qui ce relais ne pourrait pas exister et qui sont là toujours disponibles, souriants, soucieux des personnes, en essayant de faire leur mieux. On les forme évidemment et ils sont vraiment là et on a des relayeurs bénévoles de l'âge de 18 ans à l'âge de 80 ans qui se déplacent chez les personnes et c'est merveilleux. Il y a des très, très belles relations qui se créent et avec les aidants et avec les personnes aidées et ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que ce répit, il s'adresse bien aux 2 et ça, je trouve ça indispensable. Je voudrais aussi avoir un remerciement particulier pour celle qui est surnommée par les aidants Madame Audrey,
pour son écoute, son sourire, sa générosité. Et c'est grâce à elle, je crois, que par sa belle présence, qu'elle arrive à convaincre aussi les aidants et à rassurer les aidants sur le fait qu'un relayeur bénévole puisse être présent au domicile. Et ça, c'est quand même indispensable. Et évidemment, tout le reste de l'équipe d'Espace Singulier qui participe finalement d'une façon ou d'une autre au relais répit, puisque nos relais fonctionnent en synergie, que ce soit le relais mobilité ou le relais ressources qui va avec, et qui augmente la qualité de ce qu'on peut apporter à ces personnes, puisque on ne se contente pas finalement d'intervenir chez eux, on fait en sorte après de trouver des solutions plus pérennes pour elles, et puis de les alléger lors de leur accompagnement vers les soins et la rééducation. Donc ça nous paraît indispensable. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Sandrine, et félicitations, donc, à Espace Singulier. Hem, Vous avez donc gagné le prix coup de cœur, du jury. Les prix suivants, donc, les prix que je vais annoncer ne sont pas du tout classés par ordre de notation. Donc le 5e lauréat n'est pas arrivé en 5e position, d'accord? Je précise, juste ça. En tout cas, pour le 2e prix, j'ai la joie de confier à Diane Lecoinet, des laboratoires Janssen, le soin d'annoncer qui est notre 2e lauréat d'aujourd'hui. Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Donc je m'appelle Diane Lecohanet et donc comme Olivier vient de le dire, je travaille au sein du laboratoire Janssen. Donc chez Janssen, on a une conviction qui est celle qu'on ne peut pas penser aux patients sans prendre en compte également la situation de l'aidant. Donc nous sommes partenaires depuis plusieurs années déjà du collectif Je t'aide et de la compagnie des aidants. Et nous travaillons ensemble sur la mise en place de projets que nous voulons à fort impact pour les aidants. Donc tout naturellement, on soutient le prix Initiative Aidant et à titre personnel, je suis particulièrement fière et honorée de faire partie du jury pour la 2e année consécutive parce que je suis moi-même aidante. Je comprends tout à fait les problématiques rencontrées. Je pense même qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de problématiques que moi. Et les solutions de répit qu'ont présentées tous les porteurs de projets sont vraiment importantes et incontournables pour tous les aidants qui en ont un réel besoin. Donc voilà, ce que je voulais dire vraiment, c'est que je suis impressionnée par l'implication, je suis impressionnée par la passion des porteurs de projets et par l'énergie qu'ils ont et qu'ils mettent pour faire naître et vivre un projet de répit pour les aidants. C'est pas facile, c'est extrêmement difficile à mettre en place et vraiment, je crois qu'on peut vraiment les remercier pour la qualité des candidatures. Après, bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions entre nous et il a fallu faire des choix. Ça n'a pas été facile. Nous, on a eu un coup de cœur qui est donc notre petit coup de cœur à nous pour un projet qu'on a décidé de primer. Et on a décidé de le primer. Pourquoi? Parce que par rapport au répit, on le trouve extrêmement bien pensé, extrêmement pertinent. Il est simple dans sa mise en place. Il offre beaucoup de solutions aux aidants, des solutions qui leur sont adaptées. Ça permet vraiment d'être à l'écoute des besoins des aidants à moindre coût. Et je pense que ça, il faut le souligner. Et le tout dans une approche qu'on a trouvée extrêmement empathique. Donc voilà, cette association, c'est l'association Répit Bulle d'Air. Elle a été créée en 2011 à l'initiative de la MSA du Rhône et effectivement, je pense qu'on peut les applaudir. Ils proposent des solutions de répit pour les aidants qui sont à domicile ou en extérieur pour quelques heures jusqu'à plusieurs jours consécutifs. Et en 2019, cette association s'est rapprochée de la CAF
pour accompagner les parents d'enfants qui sont malades ou handicapés et leur offrir des solutions de répit à moindre coût, du temps pour eux, du temps pour ceux qu'ils aiment et dont ils n'ont pas forcément le temps, du temps à consacrer autant qu'ils le voudraient de par leur situation d'aidant. Donc voilà, je pense que peut-être ils veulent prendre la parole. Je crois que j'ai vu quelqu'un de l'association. Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Roselyne Métral, je représente l'association Bulle d'Air, donc voilà, qui a bien été présentée par madame. Voilà, donc nous voulions avant tout répondre justement à la problématique des parents aidants, puisque nous accompagnons déjà tout ce qui est volet de gérontologie. Mais là, voilà, on avait vraiment envie de répondre à cette problématique-là, sans justement qu'il y ait ce problème de financement, qui est souvent un frein pour justement pour prendre des heures de répit. Donc nous, notre idée justement, c'était de s'associer avec la CAF. Donc, cet essai a été fait avec la CAF de Savoie pour permettre aux aidants familiaux de prendre du temps tout en ayant un financement intéressant, puisque en fait, les heures de répit reviennent de 50 centimes à 3,50 € maximum de l'heure par heure de répit. Voilà, donc tout cela en prenant bien en compte les profils des enfants accompagnés pour pouvoir proposer un relayeur adapté correspondant à la personnalité et aux besoins de l'enfant. Donc voilà, donc moi je suis particulièrement touchée de faire partie des lauréats de ce concours. Je remercie la CAF pour sa confiance, je remercie le jury, le collectif Je t'aide, mais aussi Bulle d'Air également pour leur confiance, ainsi que les parents qui font appel à nos services et nos relayeurs, sans qui nous ne serions pas grand-chose, pour leur bienveillance et leur professionnalisme. Merci beaucoup. Bravo, bravo à vous. Pour le troisième prix, je propose de donner la parole à monsieur Antoine Candelier d'Harmonie Mutuelle. Est-ce qu'Antoine est parmi nous? Oui, bonjour à Bonjour, toutes et Antoine. tous. Pardon, mon micro était désactivé. Je vais essayer de faire vite parce que je vois l'heure qui tourne. Je me présente très rapidement. Donc, je travaille à la RSE d'Harmonie Mutuelle. C'est un sujet, les aidants, que l'on a pris à bras le corps en 2016 parce que voilà, on travaille beaucoup sur des sujets qu'on identifie comme majeurs, et le sujet des aidants en est un. Donc, on a bien entendu interrogé beaucoup de parties prenantes sur le sujet. On a expérimenté une plateforme collaborative, enfin, d'entraide, d'information en interne. On a dispensé aussi, on dispense pas mal de conférences en interne sur le sujet des aidants. Et bien sûr, on a été partenaire du prix Initiative Aidant et membre du collectif Je t'aide à la suite de cette démarche, qui d'ailleurs s'intègre un peu dans toutes nos dimensions, c'est-à-dire pour les salariés, pour nos adhérents et avec nos partenaires. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Pour les salariés, parce que beaucoup d'entreprises a un rôle très important pour nous, pour sensibiliser, pour parler du sujet. Quand Olivier dit que 50% des aidants seniors aidants, c'est un vrai problème, et les entreprises ont du mal aujourd'hui, on le sent, parce que nous, on est en contact beaucoup avec les entreprises dans nos contrats collectifs, dans la protection sociale. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder pour les entreprises, et notamment toutes ces questions de répit, de financement, etc. Donc, Harmonie, c'est également le groupe Vive qui soutient un certain nombre de structures de répit qui sont un petit peu partout un petit peu partout, pas forcément partout, comme le disait Franck tout à l'heure. Voilà, il y a beaucoup de trous dans la raquette au niveau du territoire par rapport aux structures de répit. Et donc, ça m'amène à vous parler donc, du prix que l'on remet à l'œuvre Farley, parce que voilà, ils ont une démarche qui est très intéressante par rapport à justement cet aspect territorial.
en ouvrant un peu en étant en itinérance. Je vais les laisser parler parce qu'ils présenteront leur œuvre bien mieux que je le ferai. En tout cas, voilà, ces structures de répit qui font défaut doivent être soutenues, et c'est vrai qu'il faut faire un choix, et je laisse la parole à Sandrine que je crois voir. Même si je ne vois pas le nom complet, je pense que c'est elle. Sandrine, je vous laisse la parole. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci, je suis très très touchée d'être primée dans ce prix du collectif Je t'aide. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de vous présenter cette offre de répit aux aidants. L'œuvre Falleret est une association reconnue d'utilité publique qui défend depuis 180 ans la cause des personnes qui vivent avec une maladie psychique ou un handicap psychique, en soutenant la recherche par des actions de déstigmatisation, de sensibilisation, et puis surtout en agissant sur le terrain à travers l'accompagnement de personnes sur des services, des établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Et bien évidemment, quand on se charge d'accompagnement de personnes en situation de handicap, tout de suite la question des proches et des proches aidants est présente. Et bien évidemment, dans l'accompagnement individualisé, on a le souci permanent, mais depuis quelques années, on essaye de porter des dispositifs dédiés en direction de ces aidants. Et là particulièrement, une offre de séjour de répit que nous proposons à la fois aux aidants, mais aussi parce que nous nous sommes rendus compte que c'est une vraie difficulté pour les aidants parfois de partir seuls. Nous avons développé une offre de répit que nous appelons des séjours parenthèses, qui permettent aux aidants et aux aidés de partir ensemble, mais de pouvoir bénéficier de temps différenciés pour réellement prendre tout le bénéfice de ces séjours. Donc, il s'agit bien sûr de séjours qui ont été spécifiquement conçus pour les familles et leurs proches confrontés aux maladies psychiques, et qui leur permettent de prendre du temps pour eux, pour du recul sur la maladie, de partager, de s'entraider, de se former aussi, parce que c'est très important d'avoir des clés, des outils aussi pour les temps où effectivement on n'est pas sur ces séjours de répit. Et puis enfin, retrouver un peu l'espoir, se détendre et découvrir aussi de nouveaux horizons. Donc nous sommes voilà, vraiment très heureux de pouvoir avoir l'occasion justement de dédier ces séjours et ce prix aux personnes qui ont participé au séjour cet été et qui nous ont accompagnés dans l'élaboration du petit pitch qui vous a été adressé. Donc, on dédie ce prix à ces personnes, bien sûr, à la personne qui est en charge de l'organisation et de la mise en œuvre de ces séjours, Catherine Savournin. Je crois qu'elle est présente ce soir avec nous. Et puis enfin, bien sûr, on remercie très chaleureusement le collectif Je t'aide et puis l'ensemble des membres du jury d'avoir voilà, jeté un œil bienveillant sur notre proposition. Bravo Sandrine et bravo à l'association, donc l'œuvre Falleret. Beaucoup d'entre vous connaissent, je crois, Céline Martinez, qui est une aidante qui est beaucoup dans les médias avec nous et qui est parmi nous ce soir pour remettre le 4e prix. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Mon nom est donc Céline Martinez, je suis psychologue clinicienne et maman de 3 enfants, et c'est le dernier qui est porteur d'une maladie rare à expression psychiatrique. Donc je fais face à des handicaps physiques et des handicaps invisibles psychologiques. Et je travaille depuis 1 an pour la Compagnie des aidants qui offre des solutions ressources présidée par Claudie Culac. Et je suis très honorée ce soir d'être associée à cette remise de prix, parce que si j'ai commencé à travailler les propositions,
de dossier répit, le Covid m'a arrêtée dans mon élan et j'ai été réinvitée ce soir. Je suis très honorée de pouvoir remettre ce prix à Baluchon France, qui est une association qui développe le baluchonnage en France. Je vais les laisser se présenter. Je dois dire que je suis extrêmement ravie de remettre ce prix parce que j'ai bien mesuré toute la psychologie des aidants quand un jour j'ai tapé sur mon ordinateur répit, Maroc, respirer, aidant et que j'ai trouvé plein de choses extraordinaires mais à 1 000 € la semaine. Et au fur et à mesure de ma recherche, j'ai été accueillie par une maison des répits qui a pris soin de mon enfant et qui nous propose 1 fois par mois la possibilité de dormir une nuit et de respirer pendant 2 jours. Et je dois dire que le baluchonnage est vraiment une proposition d'un très très grand confort psychologique et physique et surtout pour l'aider. Parce que comme disait Sonia tout à l'heure, si l'aider est pris en charge dans toute sa complexité et dans tous ces dictats de la maladie, sans qu'on ait à en parler pendant 3 ou 4 heures, on peut véritablement, comme disait Sonia, lâcher prise et prendre du répit qui est vraiment la pierre angulaire pour pouvoir continuer à aider. Donc vraiment un très grand bravo. Je laisse la parole à Baluchon France. Merci, merci. Alors Baluchon France, ce soir, c'est moi. Donc je m'appelle Rachel Petitpré, je suis la directrice de Baluchon France. Bravo. Vous m'entendez? Bon, oui, oui. Frédérique Lucet est présente aussi, je l'ai vu dans les vignettes, en tant qu'administratrice et fondatrice de Baluchon France. Moi, je suis très heureuse d'avoir été récompensée parce que finalement, ça tient à rien. D'abord, moi, je suis très touchée d'être sélectionnée par un jury d'aidants. Depuis toutes ces années que je travaille d'une façon ou d'une autre pour les aidants, ça me touche particulièrement que ce soit un jury composé d'aidants qui ait visionné les vidéos. Et puis, si je me rappelle le contexte, en fait, le prix Initiative Aidant a été reporté. La première fois, j'ai laissé passer la possibilité d'y répondre parce que je n'avais pas assez de temps en étant la seule salariée de Baluchon France. Et puis, le report s'est fait sur la date de mon anniversaire. Donc, je n'ai pas pu oublier que si j'avais envie de répondre, c'était juste avant mon anniversaire. Et donc, du coup, j'ai fait une petite vidéo pendant mes vacances pour proposer le projet. Donc, le baluchonnage, c'est la solution effectivement sur mesure. Merci pour le tremplin que vous m'avez fait. C'est effectivement une solution sur mesure où le baluchonneur vient à domicile remplacer l'aidant pour lui permettre de partir très sereinement, profiter d'un temps de repos. Et le baluchonneur prend bien sûr en charge, accompagne le plus délicatement possible l'aider à domicile, avec quand même un objectif qui est double, bien sûr, être là pour permettre le répit de l'aidant, mais aussi profiter de chausser les souliers de cet aidant, de manière figurée seulement, pour observer ce qui est éventuellement difficile pour cet aidant. S'il a exprimé des difficultés au moment de la préparation du baluchonnage, le baluchonneur va y apporter une attention particulière dans son baluchonnage pour proposer à l'aidant au moins du soutien, pour dire je comprends ce que vous ressentez, j'ai vécu ce que vous vivez au quotidien, et puis si possible des stratégies, des conseils pour favoriser ensuite le maintien à domicile. Et puis, alors tout ça est un peu connu, le baluchonnage, voilà, c'est ça le baluchonnage, mais moi ce que je voulais cette fois-ci montrer, c'était tout le temps de préparation du baluchonnage, parce que quand le baluchonnage démarre finalement, c'est que tout est ficelé, que tout est prêt, qu'on a éliminé tous les risques de nuire à l'un ou à l'autre, y compris au baluchonneur, à qui on demande quand même de travailler jusqu'à 6 jours consécutifs, 24 heures sur 24. Et donc, je voulais montrer l'ensemble du baluchonnage, c'est-à-dire la phase de préparation très minutieuse qui est faite par le coordinateur, la phase de transition aidant-aidé baluchonneur qui dure 3 heures, et puis cette phase ensuite de rédaction du journal d'accompagnement qui va servir de support à l'aidant. Et voilà, si j'ai répondu à ce prix, c'est pour pouvoir monter cette vidéo professionnelle qui soit de qualité et qui puisse présenter le baluchonnage sous tous ses aspects et servir aussi
de sécurité pour les aidants qui le visionneront en se disant, voilà, je confie mon proche qui m'est cher, je confie ma maison qui m'est sûrement chère aussi. Il y a quelqu'un qui va dormir dans mes draps, qui va utiliser ma salle de bain, qui va servir dans mon frigo, mais je le fais en toute confiance et je suis bien heureux d'accueillir quelqu'un chez moi pour cette durée-là. Donc voilà, le prix servira à faire connaître le baluchonnage dans son ensemble. Voilà. Donc Encore merci à tout le monde, je suis très heureuse. Et puis merci au conseil d'administration de Baluchon France et puis notamment au collectif Je t'aide qui nous soutient et à AG2R qui nous finance aussi parce qu'on est une association loi 1901. Donc c'est eux notre carburant actuellement. Voilà, merci. Encore bravo Rachel. Pour le dernier lauréat de ce soir, je donne la parole à Christophe Lepay de Malakoff Humanis. Oui, bonsoir à tous et merci au collectif Je t'aide de nous avoir conviés à la remise des prix Initiative Aidant. Alors, nous sommes aussi un carburant pour aider les acteurs qui facilitent la vie des aidants. Alors, pourquoi Malakoff Humanis et à travers Malakoff Humanis, la retraite complémentaire est présente parmi vous ce soir? Parce que, quelques chiffres, mais je ne vais pas vous accabler, nous couvrons 13 millions de retraités et nous avons 18 millions d'actifs cotisants. Et c'est évidemment dans cette population que l'on va recenser les personnes aidées et les personnes aidantes, à l'exception évidemment des personnes les plus jeunes. Un mot aussi sur ce que nous faisons à travers notre action sociale, et ça fera écho à ce qu'ont pu dire Sonia, Franck et Hélène. Notre approche est une approche globale des situations. Ça n'est pas qu'une relation de répit, enfin un moment de répit, c'est aussi des questions de santé, des questions de mobilité, des questions d'isolement, des questions d'adaptation de l'habitat. Il en a été fait état tout au long des témoignages de ce soir. Voilà, et nous nous intéressons à tous ces sujets. On met sur la table de l'argent, 150 millions pour renforcer le soutien à domicile, sortir plus, bien chez moi, l'aide à domicile momentanée. Vous posiez la question, Olivier, mais qu'est-ce qui se passe quand un proche doit être hospitalisé? Voilà, on essaye d'aider nos allocataires à faire face à ces situations d'urgence en mettant à leur disposition soit des services, soit en remboursant des prestations qui leur sont rendues. Notre volonté, c'est d'être aussi un acteur de référence du répit, que la personne aidée soit une personne âgée en situation de dépendance ou une personne en situation de handicap, que l'aidant soit lui-même une personne retraitée ou une personne en situation professionnelle. Nos constats rapidement, je crois que Franck les a établis, les dispositifs de répit sont peu visibles, peu connus, c'est un environnement qui est très complexe et les parcours qui sont accomplis sont des parcours douloureux, souvent douloureux, avec des moments de bonheur bien évidemment, mais aussi des moments difficiles. Donc, on essaye de faciliter la vie des gens. C'est comment que l'on agit? C'est de faire connaître ces dispositifs. Ils sont de plus en plus connus, mais restent encore méconnus de la majorité de la population. C'est de faciliter l'accessibilité économique. Ça a été mentionné, le baluchonnage, c'est près de 2 000 € pour 3 jours de répit à la maison, donc peu de Français peuvent se le payer. Et puis, on travaille avec la Croix-Rouge et avec la Fondation Partager Vie sur un projet qui nous est cher, que l'on a intitulé Expert Senior à domicile et qui consiste à créer un nouveau service à domicile de soutien, mais qui n'est pas le soutien traditionnel, qui est vraiment de coacher la famille et d'aider les familles et d'être un peu leur boussole, il en a été aussi question, dans les aides innombrables auxquelles ils peuvent faire appel. Alors, le prix que nous remettons ce soir, nous avons le plaisir de le remettre au gîte Les Bobos à la ferme, qui propose des séjours de répit. Et ce qui nous a plu dans cette initiative et dans ce projet, c'est 3 choses. Tout d'abord, et je crois que Élodie nous en parlera, Les Bobos à la ferme nous rappellent que l'aidant, ça n'est pas forcément une seule personne. L'aidant, ça peut être un couple, donc ce n'est pas une personne singulière, et que l'aidé n'est pas non plus isolé. Un enfant handicapé peut avoir aussi des frères et des sœurs, et que ce n'est pas simplement l'aidant et l'aidé qui sont importants, c'est aussi l'environnement et la totalité de la famille. Et je crois que ce type de séjour
dans un cadre rural peut sortir justement peut amener l'ensemble de la famille à profiter des bienfaits de ce séjour. Deuxième raison, c'est que c'est tout à fait en ligne avec nos actions prioritaires. Séjour de répit, relayage, il en a été question, c'est très peu connu et donc c'est un projet qui fait honneur à ce type d'aide. Et enfin, troisième raison, parce que c'est sur la Côte d'Opale et nous avons un lien très affectif avec ce territoire. Voilà, donc je passe la parole à Élodie pour qu'elle nous en dise plus sur les bobos à la ferme. Je vous remercie beaucoup. Voilà, on vous remercie. On a voulu être à 3 pour assister à la remise des prix parce que finalement, je pense que là, vous avez l'équipe au complet des bobos à la ferme, du laboratoire de répit. Il y a pas Élodie, on t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux rapprocher le micro? Pardon. Hop, voilà. En fait, Beaucoup mieux. on va se rapprocher comme ça. Mieux là. Alors, en fait, on a voulu être à 3 ce soir pour la remise de prix parce que finalement, vous avez au complet l'équipe des bobos à la ferme. On a tout construit tous les 3 à partir du moment où Andrea a été diagnostiquée d'une maladie orpheline. On a passé près d'1 an à l'hôpital et quand on a créé le projet des bobos à la ferme, Andrea était... voilà, elle a toujours été avec nous, elle était sur mes genoux quand j'envoyais les dossiers, elle était en poussette au milieu du chantier quand on construisait le gîte. Et ce projet, c'est avant tout un projet qui est dédié aux familles, c'est un projet qui est créé par des aidants pour des aidants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est particulièrement honorés d'être au milieu de 5 lauréats assez prestigieux et avec lesquels on travaille pour la plupart. Voilà. Donc, je voulais remercier aussi le collectif Je t'aide pour tout son travail toute l'année, parce que ce n'est pas une seule journée des aidants, c'est un travail qui est quotidien, 365 jours sur 365. On est très fiers aussi de faire partie du collectif avec le laboratoire de répit. On voulait remercier aussi les financeurs qui ont fait confiance au laboratoire de répit dès le départ, en fait, puisqu'on on a racheté une ferme en ruine et quand on invitait les gens à visiter ce qu'on allait créer, c'était sur de la terre battue avec des toits qui tombaient en ruine et c'était pas facile de nous faire confiance. Voilà, on veut remercier les familles qui viennent en séjour de répit depuis 1 an chez nous parce que idem, c'est un système qui est complètement atypique. On n'est pas un établissement médico-social. On se débrouille au cas par cas pour créer les séjours, pour les faire financer. Et pour ça, voilà, je remercie notamment Malakoff Médéric Humanis parce que vous faites partie de ceux qui m'ont cru en nous dès le départ. Et c'était pas évident parce que voilà. Donc merci pour ça. Je voulais rappeler aussi qu'on s'appelle le laboratoire de répit parce que pour nous le répit c'est une expérimentation. Il n'y a pas un répit, il y a autant de répits qu'il y a d'aidants, autant de répits qu'il y a d'aidés parce que parfois aussi l'aidé a besoin de répit. On accueille, au départ, on voulait accueillir des parents d'enfants en situation de handicap et depuis l'ouverture du gîte en 2019, on se rend compte qu'on accueille tout type d'aidants, de tout âge, de toute maladie. Et on accueille aussi des séjours de rupture hors établissement. Donc c'est important de le préciser parce que le répit, ce n'est pas seulement dans un cadre familial, c'est aussi parfois être résident dans un établissement et avoir besoin de souffler hors les murs. Je voulais remercier nos familles parce qu'évidemment, sans nos familles et sans les bénévoles, à aucun moment on aurait pu construire tout ce qu'on est en train de construire, à aucun moment on aurait pu confier notre fille, on aurait pu se déconstruire beaucoup plus facilement que de construire le projet. Et enfin, voilà, merci à tous nos partenaires qui nous permettent sur le territoire de créer des séjours de répit qui sont, comme me le disait il n'y a pas longtemps un partenaire, du cousu humain. C'est-à-dire qu'on
On va travailler avec le centre équestre du coin, on va travailler avec le pôle jeunesse pour la fratrie, on va travailler donc avec du très localo-local, mais en même temps, on va faire appel à des structures bien plus importantes pour demander conseil. On a souvent téléphoné, on a appelé Espace Singulier pour demander des conseils. On les a invités à la Journée nationale des aidants l'année dernière pour prendre la parole. On sollicite des membres du collectif Je t'aide régulièrement pour avoir des infos. Donc voilà, on nous tient par la main et finalement, je me rends compte que quand on est aidant, on est très isolé, mais nous, dans notre projet, on est aussi très accompagnés. Donc, merci une nouvelle fois de nous faire confiance. Et je ne sais pas si tu as un petit mot à ajouter. Non, je voulais remercier tous les aidants qui ont voté pour nous. Enfin, moi, c'est la reconnaissance, je vais dire suprême, c'est certainement exagéré, mais en tout cas, voilà, c'est des aidants qui parlent aux aidants et ça me touche énormément. C'est vrai que moi, en tant qu'aidant, jeune papa d'une enfant handicapée, au début, je ne voulais pas trop rencontrer d'aidants. C'était un peu des gens qui n'étaient pas moi, mais qui finalement l'étaient. Et j'apprends énormément d'eux. C'est vrai qu'avec le gîte, on voit énormément de familles qui passent avec des problématiques et des envies de répit différentes. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment voilà, une énergie, je trouve, et on peut dire un amour, c'est peut-être un petit peu messianique, mais en tout cas qui se dégage de toutes ces situations qui sont effectivement très difficiles, mais qui génèrent des énergies qui sont proportionnellement aussi magiques. Et voilà, c'est un projet qui m'a beaucoup apporté. J'espère que ça apportera aussi énormément aux familles qui viendront, voilà, qui profiteront de ce gîte et des prochains gîtes qui vont bientôt être construits. Merci beaucoup. Merci à tous, bravo à nos 5 nouveaux lauréats de cette année, le CRU 2020. D'ordinaire, parce que j'ai envie de croire qu'avec cette 3e édition, on est déjà dans une tradition. D'ordinaire, on se retrouvait tous autour d'un verre pour fêter tout ça, pour fêter cette JNA et parler aussi de l'avenir, hein, parce que l'avenir des prochaines mobilisations se construit dès aujourd'hui. Mais on est certain que l'an prochain, on pourra se retrouver en présentiel pour partager enfin ce verre de champagne. Donc bravo, merci encore à nos partenaires, merci à notre jury d'aidants et on vous dit à très bientôt. Ah oui, merci pardon. Olivier. Je vous propose de tous vous unmuter, donc de rallumer vos micros pour qu'on puisse se dire au revoir dans un joyeux brouhaha. Au revoir. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Ce que vous faites. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bravo encore. Belle photo. On a pris les photos au début, vous inquiétez pas.